questionnez l'histoire, vous allez vous rendre compte que la déstabilisation de certains pays, c'est souvent quand les démocrates sont au pouvoir. Regardez le cas de la Libye. Et moi, je me demande même si les programmes tels que la Dévéloterie ne sont pas des organisations qui sont montées pour faire vider l'Afrique de ses main-d'œuvre et le monde entier. Et les déstabilisations qui sont organisées dans ces pays, c'est à cause de ça. Lorsqu'Obama prend le pouvoir, la Syrie est un pays en voie de développement avec un PIB très élevé. Mais aujourd'hui, à la fin de son mandat, et ensuite, la Syrie aujourd'hui est un champ de débris. Donc vous vous rendrez compte que la plupart des fois, il y a des déstabilisations. Et moi, je parle pour notre pays. Les démocrates n'ont jamais eu une politique africaine, une politique congolaise convenable selon ce que réellement les populations congolaises ont comme aspiration. À l'Union sacrée, on voit que certains jubilent. Qu'est-ce qui pourrait changer? Énormément, notamment le soutien du Rwanda, le soutien de Kagame personnellement. Et sur Donald Trump, il y avait Mike Hammer, qui était ici, qui est maintenant ambassadeur, je crois, au Rwanda, sauf erreur de ma part. Oui, et les choses se sont bien basées pour nous. Il s'est permis beaucoup de dégâts aussi. Vous allez vous rendre compte que il s'est permis beaucoup pendant de dégâts, cette période, au point que certains pensaient qu'il était devenu cette période, le vice-président de la non, République. Pas du tout. Pendant cette période, vous allez vous rendre compte que Kagame était docile. Il était tranquille, il n'a pas fait toutes les folies qu'il est en train de faire maintenant avec ses pantins du M23. Olivier Kamitatou contredit Kamitatou Olivier. Parce que ce qu'il a dit en 2010 tient jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, à l'époque, il pensait qu'il fallait renforcer notamment le pouvoir du président de la République. Et même changer la Constitution, parce qu'il a clairement dit que cette Constitution, c'est la petite sœur de la Constitution française. Alors, Jean-Pierre, pour évoluer dans tout cela, qu'est-ce que le président dit en fondamental? Il dit, c'est le peuple. Et là, le président a raison. Donc, tous ceux qui sont en train de dire, cette Constitution est jeune, cette Constitution est vieille. On reste d'abord à l'histoire de la Constitution qui serait petite sœur à une autre. Ceux qui ont participé à sa rédaction, le professeur Mampouy a été ici, le professeur Bob Kabamba était chez notre confrère Loussa Kweno. Ils ont affirmé qu'il n'y a pas eu d'étrangers qui ont participé. Ils ont participé à la réflexion, mais pas à l'écriture de la loi fondamentale. Jean-Pierre, on n'a même pas besoin de savoir s'il y a eu des étrangers ou pas. On n'a qu'à questionner la forme de cette Constitution. Et on sent que c'est réellement ce qu'Olivier Kamitatou nous a livré. C'est la petite sœur de la Constitution française. Les dispositions congolaises ont même été empruntées par les Belges et les Français. Oh, dis, ça c'est des histoires. Les Français l'ont emprunté quand? La révision constitutionnelle que les Français ont fait, c'est en 2008, mais ça n'a porté que sur la limitation de mandat. C'était sous Nicolas Sarkozy. C'est quand qu'ils ont emprunté ça? Ça, c'est des histoires. Lorsque vous regardez cette Constitution, vous voyez certaines formules qui ne sont pas congolaises. Wax de Maman Mousseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le Wax de Maman Mousseka. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge ya kafu kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa-Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri.
vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politiquant, votre tribune qui vous offre les indispensables. On reviendra tout à l'heure sur l'élection américaine avec le comeback de Donald Trump à la Maison-Blanche. Victoire déjà confirmée, même s'il faut attendre encore la confirmation officielle. Des messages, des félicitations qui pleuvent, vu de Kinshasa. On verra bien qu'est-ce que Kinshasa, qu'est-ce qui pourrait changer avec l'arrivée du républicain à la Maison-Blanche dans un contexte d'agression rwandaise. On reviendra largement également dans l'émission sur le lancement hier à Goma du mécanisme de vérification ad hoc dans le cadre du processus de Luanda. Le ministre rwandais des Affaires étrangères était chez nous. On l'a vu dans les images, accueilli avec honneur, ce qui a scandalisé certaines âmes sensibles. On y reviendra dans l'émission. On dira un mot sur Kinshasa qui vante son bilan sur la question des droits de l'homme, même si Bruxelles n'est pas convaincu, d'autres partenaires aussi. Il y a des recommandations qui ont été faites dans le cadre de notre mandat là-bas au Conseil de l'ONU des droits de l'homme. On y reviendra avec beaucoup de détails. Bien d'autres questions d'actualité seront évoquées au cours de cet entretien avec Jean-Thierry Monsenepo qui nous fait l'honneur de revenir. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup Jean-Pierre. Comment allez-vous? Très bien, merci. On se réveille avec l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, le républicain qui revient. Certains auraient bien voulu que ce soit Kamala Harris. Pour la deuxième fois consécutive, l'Amérique n'arrive pas à faire le choix d'une femme. Le problème, ce n'est pas de faire le choix d'une femme. Le problème est que les démocrates, lorsqu'ils sont au pouvoir, le monde va mal, généralement. Vous questionnez l'histoire, notamment en ce qui concerne la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre très vite compte que lorsque nous avons eu les premiers soubresauts de notre indépendance avec ce qui s'en est suivi, notamment la mort de Patrice Emery Lumumba, c'était les démocrates qui étaient au pouvoir. Vous arrivez en fin de mandat de président Mobutu, lorsque Bill Richardson vient le déposer comme si le Zaïre de l'époque était le 55e État des États-Unis, c'était les démocrates qui étaient au pouvoir, encore que même lorsque Mouzé meurt, c'est les démocrates, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir. Le soutien inconditionnel au Rwanda, c'est des démocrates qui ont eu à le donner et qui continuent à le lui donner. Le mouvement LGBT dans le monde, appuyé par les démocrates, finalement, à un moment, la tendance doit changer. Il nous semble pourtant que la politique étrangère américaine ne change pas forcément en fonction du nouvel occupant de la Maison-Blanche. Questionnez l'histoire, vous allez vous rendre compte que la déstabilisation de certains pays, c'est souvent quand les démocrates sont au pouvoir. Regardez le cas de la Libye. Et moi, je me demande même si les programmes tels que la dévéloterie ne sont pas des organisations qui sont montées pour faire vider l'Afrique de ses main-d'œuvre et le monde entier. Et les déstabilisations qui sont organisées dans ces pays, c'est à cause de ça. Lorsqu'Obama prend le pouvoir, la Syrie est un pays en voie de développement avec un PIB très élevé. Mais aujourd'hui, à la fin de son mandat, et ensuite, la Syrie aujourd'hui est un champ de débris. Donc vous vous rendrez compte que la plupart des fois, il y a des déstabilisations. Et moi, je parle pour notre pays. Les démocrates n'ont jamais eu une politique africaine, une politique congolaise convenable selon ce que réellement les populations congolaises ont comme aspiration. À l'Union sacrée, on voit que certains jubilent. Qu'est-ce qui pourrait changer? Énormément, notamment le soutien du Rwanda, le soutien de Kagame personnellement. Parce que rappelez-vous que Madeleine Albright avait dit que les Tutsis, surtout Kagame, c'est la prunelle de ses yeux. Donc lorsque déjà une autorité à ce niveau prend une telle position, ça signifie que le jugement n'est plus neutre, le jugement il est partisan. Et vu la puissance des États-Unis en termes d'argent militaire et influence mondiale, vous comprenez ce qui s'ensuit. Donald Trump était déjà président, on n'a pas senti grand-chose. D'ailleurs, il ne se préoccupe que très peu de l'Afrique. C'est ce que nous souhaitons. Parfois comme un pays. C'est ce que nous souhaitons. Nous ne voulons même pas qu'il s'occupe de nous. C'est ce que nous souhaitons. Nous ne voulons pas qu'il y ait un Rwanda, M. Kagame, qui soit soutenu par des puissances.
qui soit soutenu par certains conseillers influents au sein de la Maison-Blanche. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous, on n'a pas besoin qu'on vienne nous materner, on n'a pas besoin de ça. Et sur Donald Trump, il y avait Mike Hammer, qui était ici, qui est maintenant ambassadeur, je crois, au Rwanda, sauf erreur de ma part. Oui, et les choses se sont bien passées pour nous. Il s'est permis beaucoup de dégâts aussi. Vous allez vous rendre compte que il s'est permis beaucoup pendant de dégâts, cette période, au point que certains pensaient qu'il était devenu cette période, le vice-président de la République. Non, pas du tout. Pendant cette période, vous allez vous rendre compte que Kagame était docile. Il était tranquille, il n'a pas fait toutes les folies qu'il est en train de faire maintenant avec ses pantins du M23. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de la nouvelle administration? Nous n'attendons rien d'autre que le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et surtout le fait de ne pas soutenir ceux qui nous agressent aujourd'hui. Parce que la République démocratique du Congo accepte un processus, notamment celui de Luanda, ce n'est pas par faiblesse, mais par besoin de maintenir une paix, non seulement dans ses frontières, mais aussi dans la sous-région. Mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des imbéciles. Après ce qui s'est passé il y a 4 ans au Capitole, certains voient en Donald Trump quelqu'un qui est aux antipodes avec des valeurs démocratiques. Et certains redoutent que ces propensions se répandent dans certains pays. Par contre, ce que j'observe, Jean-Pierre, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie américaine telle que conçue par les pères de cette nation au XVIIIe siècle est en train de changer. Il est temps que ce pays, avec cette dynamique qui est le leur aujourd'hui, de réfléchir sur un processus démocratique autre. Deux tendances en termes de partis politiques, démocrates et républicains, créent énormément de clivages aujourd'hui que hier. Continuer avec le système de grands électeurs, on le sent, crée de plus en plus de frustration. Et la réaction qu'il y a eu au Capitole est la récupération par Donald Trump d'un système démocratique et électoral qui est devenu pratiquement sclérosé. C'est un système qui aujourd'hui ne répond plus aux réalités parce que vous avez, comme à l'époque, Donald Trump qui réunit énormément de voix en termes d'électeurs, mais les grands électeurs lui ont échappé dans certains États. C'est cela la réalité de la démocratie américaine. Donc il faut peut-être aujourd'hui qu'il puisse réfléchir à un changement de ce système-là. Changer le système, c'est ce que se raconte ici avec insistance. Ceci nous amène donc à évoquer la question de la Constitution. Il y a 24 heures, nous diffusions ici une tribune du professeur Laurent Onyemba qui répondait à ceux qui pensent que notre Constitution a atteint la maturité et qu'il est important de la réévaluer. D'après lui, la loi fondamentale de 2006 est encore un gros bébé qui a beaucoup de dispositions, qui contient beaucoup de dispositions qui n'ont pas encore été appliquées et qu'il faut absolument les appliquer avant de juger de sa maturité. Je pense, Jean-Pierre, que pour cette question, il faudrait qu'on sache une chose. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Onyemba, qui est un ami et un frère, et il fait partie des Congolais que j'apprécie et des éminents scientifiques du plan de droit de notre pays. Ils sont plusieurs, notamment le professeur Augustin Mampouya, qui était ici également il y a quelques Délice jours. Sanga, plusieurs qui émettent des avis. Mais moi, je me dis qu'il y a une chose, c'est que si le chef de l'État dit qu'il faut que nous puissions évoluer dans le sens de reformer notre loi fondamentale, Jean-Pierre, c'est parce que... Libérez la parole pour qu'on vous entende beaucoup mieux. Oui. Si le chef de l'État souhaite que nous puissions aller vers un dynamisme différent en ce qui concerne notre loi fondamentale, c'est d'abord parce que il faut que nous puissions reculer sur l'esprit qui a animé la Constitution de 2006. Lesquels? L'esprit de la Constitution de 2006, c'est un esprit post-conflit. C'est-à-dire que l'État était en déliquescence en termes de perte de son pouvoir. L'espace géographique du pays était dérangé et en danger par rapport à des rébellions multiformes. En 2006, nous avions il y avait un problème. Non, je parle ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je parle de ce qui a motivé l'actuelle Constitution. Il y avait aussi, nous sortions non seulement d'une dictature de Mobutu, mais aussi d'une période transitoire portée par M. Laurent Désiré Kabila, que beaucoup ont jugé aussi de période dictatoriale. Donc, il fallait refonder l'État, il fallait reconstituer le pays. L'esprit qui a animé ceux qui ont travaillé sur cette constitution, que ce soit en interne
avec les experts que nous connaissons, notamment le professeur Essambo, Bochab, Augustin Mampouya, Lambert Mende, Olivier Kamitatou et bien d'autres, il y a eu aussi des participations des experts internationaux qui ont calqué cette constitution sur base de la constitution française. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou, qui le livre dans une interview en 2010 sur Jeune Afrique, où il dit que notre constitution est la petite sœur de la constitution française. Il était à l'époque président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Kamitatou est vent debout contre toute velléité. J'ai fait une tribune, pour dire Olivier Kamitatou contredit Kamitatou Olivier. Parce que ce qu'il a dit en 2010 tient jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, à l'époque, il pensait qu'il fallait renforcer notamment le pouvoir du président de la République. Et même changer la Constitution, parce qu'il a clairement dit que cette Constitution, c'est la petite sœur de la Constitution française. Alors, Jean-Pierre, pour évoluer dans tout cela, qu'est-ce que le président dit en fondamental? Il dit, c'est le peuple. Et là, le président a raison. Donc, tous ceux qui sont en train de dire, cette Constitution est jeune, cette Constitution est vieille. On reste d'abord à l'histoire de la Constitution qui serait petite sœur à une autre. Ceux qui ont participé à sa rédaction, le professeur Mampouya a été ici, le professeur Bob Kabamba était chez notre confrère Loussa Queno. Ils ont affirmé qu'il n'y a pas eu d'étrangers qui ont participé. Ils ont participé à la réflexion, mais pas à l'écriture de la loi fondamentale. Jean-Pierre, on n'a même pas besoin de savoir s'il y a eu des étrangers ou pas. On n'a qu'à questionner la forme de cette constitution. Et on sent que c'est réellement ce qu'Olivier Kamitatou nous a livré. C'est la petite sœur de la Constitution française. Les dispositions congolaises ont même été empruntées par les Belges et les Français. Oh, ça c'est des histoires. Les Français l'ont emprunté quand? La révision constitutionnelle que les Français ont fait, c'est en 2008, mais ça n'a porté que sur la limitation de mandat. C'était sous Nicolas Sarkozy. C'est quand qu'ils ont emprunté ça? Ça, c'est des histoires. Lorsque vous regardez cette constitution, vous voyez certaines formules qui ne sont pas congolaises. Les Congolais ne peuvent pas dire le sol et le sous-sol, et l'État exerce une souveraineté sur le sol et le sous-sol. Vous, Jean-Pierre, moi, mon Sénépo, je ne peux jamais dire ça parce que nous sommes influencés par ce qui a été dit par ceux qui nous ont précédés en termes de génération. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Il y a comme ça des tournures. Quand vous questionnez cette constitution, vous sentez qu'il y a eu une influence étrangère. La preuve, aujourd'hui, beaucoup peuvent se questionner sur la question de Bunagana parce que l'État n'y exerce pas la souveraineté. C'est encore au Congo ou pas? Mais lorsque le sol et le sous-sol appartiennent, moi là où je suis assis ici, j'exerce une souveraineté sur cette chaise. Parce que vous me l'avez donné pour les 60 minutes de ce temps d'émission. C'est une souveraineté que j'ai. Mais ce n'est pas une propriété. Parce que dès que je vais partir, vous, le propriétaire, vous récupérez votre chaise. C'est ça la différence. Donc, vous allez vous rendre compte que cette loi, qui au départ était prévue pour une stabilité de l'État, redonner à l'État ses pouvoirs, permettre à ce qu'on puisse quitter l'étape de belligérance et rentrer dans les normes démocratiques, a fait son temps. Encore que, Jean-Pierre, le vrai pouvoir appartient au peuple. Quand vous dites qu'elle a fait son temps, ailleurs on dit c'est encore un gros bébé, c'est ce que le professeur Oniemba dit. Jean-Pierre, si le peuple décide qu'aujourd'hui nous faisons une autre constitution et qu'une semaine après, ce même peuple qui est le vrai détenteur du pouvoir dit que je n'en veux plus, qu'est-ce que vous et moi, hommes politiques, journalistes, nous avons comme pouvoir pour contredire ce peuple? On ne peut pas poser la question. Mais attendez, on ne peut pas poser une même question. On est en train de vivre une dictature. Même matière, on ne peut pas. On est en train de vivre une dictature à ciel ouvert. Les spécialistes disent qu'on ne peut pas poser la même question sur un même sujet au peuple. Mon cher frère, il est impossible aujourd'hui d'écarter le fait que cette constitution a été l'émanation du pouvoir populaire congolais dans le sens qu'il l'a porté par le référendum. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que ce pouvoir que ce peuple a eu en 2006, il ne l'a pas en 2024. Sur base de quoi? Sur base de quel principe? Spécialistes, ils peuvent l'être, mais le peuple est souverain au-delà de toute spécialité. En façon, on gesticule pour rien. L'enjeu pour vous, c'est d'offrir un troisième bail
illégale au président. Voilà le procès d'intention. Dans notre pays, on a la mauvaise habitude de quitter les débats scientifiques objectifs pour rentrer dans le subjectif et les caniveaux. Ce même débat a été fait il y a 5-6 ans. Moi, je suis cohérent. Depuis 2015, je milite pour qu'on aille vers une constitution plus forte, avec des pouvoirs, des meilleurs pouvoirs pour le chef de l'État. Parce que je juge que les Congolais sont foncièrement admis à un principe de régime présidentiel, parce que partout où vous allez, Jean-Pierre, partout, sur toute l'étendue du territoire, vous posez la question à un Congolais sur un problème quelconque, il ne voit même pas le gouverneur, il voit le président de la République. On sort de ces pouvoirs. Culturellement parlé, les Congolais sont admis à un régime présidentiel. Il y a 32 ans, on était dans ce pouvoir où un seul faisait tout. Qu'est-ce que cela a véritablement changé? Mais posez-vous la question, questionnez l'histoire. Quand est-ce que le pouvoir de Mobutu est entré en déliquescence? Lorsqu'il y a eu cette histoire de gouvernement avec le Premier ministre, regardez les périodes de gloire de notre pays. Quand Mobutu lui-même avait les rênes de pouvoir, allons de 65 jusqu'en 80. Ce pays n'avait pas... Ce pays se portait mieux. Regardez même le temps, s'il vous plaît, regardez même le temps que Mouzé a géré. Mouzé n'avait pas de Premier ministre. Mouzé avait les rênes du pouvoir. Et ça a permis à ce pays, en 3 ans, questionner les Congolais dehors, ils vont vous dire. C'est à l'issue de cela que vous allez remarquer que les Congolais sont foncièrement en train de pencher vers ça. En 2019, on bypasse le gouvernement qui était là. On a dit qu'on ne lui faisait pas confiance. On a lancé quelques projets, notamment le projet des 100 jours. On connaît la suite, non? On n'a pas bypassé le gouvernement a travaillé. Mais je vais revenir à votre question, là où vous avez dit que le chef de l'État est en train, ou nous, de la famille politique du chef de l'État, nous le faisons pour lui donner un bail. Je vous dis que c'est un procès d'intention. Il n'a pas l'intention de... Mais attendez, lorsque quelqu'un vous dit que c'est le peuple qui a le pouvoir de gérer ces questions, mais quel est le langage que vous voulez qu'un démocrate puisse tenir de plus? Gérer quelques questions. Maintenant, vous n'allez pas juger quelqu'un sur base de vos propres pensées. C'est ce qu'on appelle intention de pouvoir. Hier, Kabila disait que mon sort est réglé par la Constitution. Oui. Aujourd'hui, on s'en remet plutôt au peuple. Mais, Jean-Pierre, regardons-nous en face. Qui est au-dessus de la Constitution? Au-dessus du président de la République? Au-dessus de nous deux? C'est qui? C'est le peuple. Donc, lorsque vous avez un président qui dit que cette question, c'est le peuple, mais vous n'avez même plus de débat à faire. C'est le peuple décidé de faire table rase. C'est le peuple. C'est son pouvoir. Bienvenue le 3e mandat. Mon cher, c'est le peuple. C'est son pouvoir. Nous n'avons pas à lui dire ce pouvoir n'est encore que, même dans la Constitution française, c'est dit, dans les lois évolutives et positives qu'il y a dans notre pays, on le dit, une génération ne peut pas bloquer une autre à cause des lois et des... Parce que les choses sont dynamiques, mon cher frère. En 2005, lors du référendum, tous les territoires congolais avaient voté. Si jamais vous pensez à un référendum, ce ne serait pas possible parce que nous avons autour d'une centaine d'agglomérations. Le président de la République a dit... Nous avons une centaine d'agglomérations sous contrôle des forces étrangères. Mais vous ne croyez pas en votre armée ou quoi? Le chef de l'État a dit que cette question de la Constitution, il y aura une assemblée constituante l'année prochaine. Donc d'ici là, nous travaillons pour récupérer nos territoires. Faites confiance à votre armée, faites confiance à votre gouvernement. La commission à laquelle il faisait allusion, c'est déjà une assemblée constituante. La forme qui sera prise dépendra bien entendu du chef de l'État. Quand vous parlez de l'assemblée constituante, vous faites allusion à une sorte de parlement. Moi, je vous dis par exemple que déjà, moi et certains amis, notamment le professeur Kabissa, nous travaillons sur un projet de nouvelle constitution. On va vous inviter pour une conférence de presse dans quelques jours, le temps pour lui de revenir de son voyage à l'étranger. Qui porterait sur quoi? Sur quelle matière? Oh, plusieurs, notamment ce que je vous ai dit. Et aussi... on casse notamment la limitation des mandats. l'on quitte du quinquennat. Oui. Jean-Pierre, la question de la gestion de la cité ne se limite pas au mandat du président de la République. Attendez, ça ne se limite pas au mandat du président de la République. Pourquoi on veut restreindre le débat sur la Constitution
au seul article lié au mandat du président de la République. Qu'est-ce qu'on fait de nos provinces aujourd'hui? On a voulu 26 provinces parce que les gens ont souhaité être des rois télé ici. On a même des provinces mono-ethniques. Ça nous a donné quoi? Des conflits partout. On regrette même les 9 régions à l'époque du Zaïre ou les 11 sous Mouzé. Il y a eu quand même un début de développement dans certaines provinces qui n'était pas le cas avant 2014. Mais regardez comment les gouverneurs souffrent. Quelle est la meilleure chose qui est réalisée par ces provinces? Motion de défiance contre le gouvernement, contre le gouverneur, motion de défiance contre le bureau de l'Assemblée. Il passe comme ça 5 ans dans ce ping-pong-là. Le développement relégué. Mais à quel moment est-ce que nos provinces ont été développées réellement? Le président a le pouvoir de relever un gouverneur de ses fonctions. C'était sous Mobutu. En cas de crise persistante avec l'Assemblée provinciale. Oui. Jean-Thierry, mais maintenant, la crise est déjà réglée par la Constitution. Constitution. Les crises persistantes n'existent pas, mais c'est réglé comment? Moi, j'ai des amis gouverneurs. Je ne suis pas ici pour accuser les gens. Mais ces gouverneurs sont tous unions sacrées. Mais je vous dis, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Avant Union Sacrée, je fréquentais le gouverneur Mouyej et bien d'autres encore. Il y avait une apparente stabilité. La stabilité, là, c'est quoi? Les gouverneurs achètent ces stabilités, mon cher frère. Un député provincial a un chantier, il vient dire au gouverneur, si tu ne me construis pas ça, regarde, j'ai déjà préparé une motion. On ne peut pas gérer comme ça. Ça va changer, ce qui fait que ça va changer si on passait à la nomination. Ce qui fait que déjà, toutes ces structures budgétivores-là ne servent pas. Assemblée provinciale, Sénat, on les vire. On les vire. On bascule dans... On laisse les gouverneurs travailler. Dans un système où un seul fait tout. Mon cher frère, nous avons vu des exemples où ce pays a été développé, les provinces ont été développées. Nzuzi Mbombo a été meilleur gouverneur. Elle n'avait pas été votée, elle avait été nommée par le maréchal au Bas-Zaïre à l'époque. Aujourd'hui, Congo central. Koyagia Lonit était l'histoire de Letiti Mboka. C'est parmi les meilleurs gouverneurs cités dans le Katanga. Vous avez vu le vieux là qui est décédé. Kondevila, dans meilleur gouverneur du Nord Kivu. Mon propre oncle a été gouverneur au Sud Kivu. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on questionne l'histoire de notre pays. Parce que Jean-Pierre, la Constitution c'est quoi? La Constitution c'est pas ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis. Nous venons de parler avec vous ici le système américain avec les grands électeurs. Allez en Chine. Leur démocratie n'a rien à voir avec la nôtre, mais ils ont une démocratie. Pourquoi nous, on ne peut pas s'inspirer de notre histoire, de notre vécu, pour établir nos propres bases démocratiques? Vous dites? C'est vrai qu'il y a une gouvernance moderne de la chose publique, mais n'empêche qu'on puisse adapter les choses selon ce qui a marché chez nous. Alors, Jean-Thierry Monsenepo et le professeur Kabissa, vous travaillez sur un projet d'une nouvelle constitution. Bien sûr. Et je vais demander au professeur, lors de son point de presse, ou même avant de vous offrir l'exclusivité de plateau, pour que vous puissiez entrer en profondeur de ce projet. En face, on dit qu'il ne faudrait pas que le président écoute ceux qui ont été avec Kabila et qui l'ont induit en erreur. Mais moi, je me demande qu'est-ce que vous appelez erreur? Lorsque vous avez la responsabilité de gérer la chose publique et vous vous rendez compte qu'il y a des lois, notamment la loi fondamentale, qui à un certain moment est en train de ne pas permettre certaines choses, que vous puissiez questionner la population qui est maître du jeu. Où est le problème? Et si on exécutait... Pourquoi ça serait une erreur? Pourquoi ça serait un suicide? Pousser absolument le président à se maintenir au pouvoir, à s'offrir un autre bail au-delà de ces... La motivation n'est pas si minime. La motivation, elle est grande. C'est pour le peuple. C'est pour une meilleure gouvernance. C'est pour que la Constitution traite des questions liées à la corruption. C'est pour que notre Constitution ait des articles plus clairs sur le combat qu'on mène contre les LGBT. C'est pour que notre Constitution soit beaucoup plus explicite en ce qui concerne les questions liées à des pans de société comme la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, ainsi de suite. Que nos enfants qui sont formés aujourd'hui à l'étranger, qui ont, à cause de leurs études, pris une autre nationalité, aient le droit de rester congolais. Voilà. Il ne faut pas nous emmener dans des histoires que c'est pour s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est quand même assez bas. Ça, c'est une conséquence qui peut être décidée par le peuple ou pas. On aura fait table rase en ces moments-là. Ou pas. Pardon? On aura fait table rase en ces moments-là. C'est ce que nous, on souhaite. Compteur à zéro. C'est ce que nous, on souhaite. Le président reprend. D'autres aussi.
Mais attendez, mais quand on dit... la démocratie, c'est pour tout le monde. Pendant ce temps, on remet le compteur à zéro, les institutions deviennent illégitimes ou illégales. Comment va-t-on gérer cette période transitoire? C'est pas question cette période de transitoire ou cette période de transition. Une constitution en est là qu'une autre lorsqu'on la promulgue. Et si c'est promulgué, en ce moment-là, les institutions se mettent au pas. Il n'y a pas d'illégalité ou d'irrégularité, pas du tout. La nouvelle devrait-elle interdire la reconduction de ceux qui sont déjà en place? C'est au peuple de décider, mon cher frère. Vous êtes sérieux? C'est au peuple de décider. Vous êtes sérieux? Arrêtons, et je le dis, Jean-Pierre, à tous les amis, de rendre le débat subjectif. On ne va jamais s'en sortir. Parce que sinon, demain, Thierry Monsenepo et Jean-Pierre vont passer. Laurent Onyemba va passer. Nous tous, nous passerons, Augustin Mampouya et consorts. Mais lorsqu'il y aura d'autres gens, on va encore leur dire que tout ce que vous faites, c'est pour vous maintenir au pouvoir. Donc finalement, nous allons confisquer les modernisations voulues dans notre constitution pour le peuple parce qu'il y a des individus qui, dans leurs imaginations, tout ce qui est fait, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Et voilà, il faut bloquer la machine. Est-ce que dans un contexte ridicule. Et encore que Jean-Pierre, je vais te faire une révélation. Allez-y, s'il vous plaît. La plupart de ceux que vous recevez ici, qui viennent pérorer jour et nuit qu'il ne faut pas toucher à la Constitution et tout ça, mais je discute avec eux en privé. Ils me soutiennent qu'ils ont même dans leur tiroir des articles qu'ils veulent changer dans cette Constitution. Ça, Déli, c'est Sanga l'avait dit, mais il estime maintenant que le temps est suspect. Mais attendez, Olivier Kamitatou, la même chose. Ouais. Si le président en avait parlé en début de son premier mandat, on allait dire « Ah, voilà, c'est en début de son premier mandat ». Il le dit en début de son deuxième mandat, on dit « Le temps est suspect ». S'il le fait à la fin, c'est pour s'éterniser. Finalement, eux qui sont maîtres des horloges et des temps, qui nous disent quel est le meilleur temps, pour qui ils se prennent. Vous avez dit qu'Olivier Kamitatou s'est contredit lui-même par rapport à la position prise en 2010. Mais moi j'ai encore dans mon armoire ce Jeune Afrique que je garde jalousement parce que le président de l'Assemblée nationale de l'époque... C'est un vieil article que vous avez exhumé maintenant et que voilà, qui est exploité contre lui. Mais oui, pas contre lui. Pas contre lui, je n'ai aucun problème avec Olivier Kamitatou qui est un monsieur que je respecte. Mais seulement, moi je dis que le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui était président de l'Assemblée, quand l'Assemblée traitait cette constitution, a parlé sur Jeune Afrique, a traité cette constitution de petite sœur de la constitution française. Qui dit petite sœur, ça signifie que vous partagez le même gène, oui ou non? Il a dit petite sœur. Alors, donc vous avez un même génome. Vous avez un ADN commun par votre ancêtre. Ça, c'est Olivier Kamitatou en 2010. Oui. Mais Félix Tshisekedi, il y a moins de 7 ans, oui, avait dit que le problème du Congo, ce n'était pas la Constitution. Oui. Mais la classe politique. Bien sûr. Il s'était opposé à tout changement, à toute révision. Oui. Lui et son parti politique. Oui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On peut retenir aussi ce qu'il avait dit dans le passé contre lui aujourd'hui. Oui. En quelle année? 1. 2. Félix Tshisekedi, lorsqu'il le dit, c'était quoi la motivation qui était avant? La motivation était claire. Il fallait que certains pensaient, certains le pensaient, certains d'entre les hommes politiques à l'époque pensaient qu'il fallait permettre à Kabila de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Il y a même un slogan qu'un parti politique de la majorité de l'époque scandait « Vandanayo Seko na Seko ». Donc la motivation, pour certains, c'était cela. Mais la motivation aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est quoi? Non, la motivation, c'est améliorer la gouvernance. Nous tous, dans notre chair... son pouvoir. Non, il faut oublier ces histoires. Aujourd'hui, dans notre chair, nous vivons un besoin fondamental de changer les choses. Nous avons des pans entiers de notre territoire sous contrôle des forces rebelles, Jean-Thierry Monsenepo. Pourquoi toucher à une question qui nous divise plus qu'elle nous unit? Elle divise qui? Elle ne divise pas les Congolais, cette question. Bien sûr qu'elle divise. Sauf si vous ne voyez pas. Elle divise ceux qui, sont dans des procès d'intention et pensent que changer la Constitution, c'est créer une royauté, ce qui est totalement faux. Ils n'ont qu'à aller se morfondre avec leur procès d'intention, parce que ça ne concerne que eux. Deuxièmement, ça divise qui? Ça divise ceux et celles qui pensent que aller vers une nouvelle Constitution ou changer les choses, ça va au détriment de leur discours, parce qu'en réalité, ils n'ont jamais eu de discours. Le discours qu'ils ont, c'est
les opportunités des sujets politiques. Donc, lorsqu'il y a un sujet, l'essentiel, c'est de contredire la majorité, de contredire Félix Tshisekedi. C'est ça, leur existence. Donc, s'il n'y a pas de contradiction, il n'existe pas. Votre philosophie va également en contradiction avec le combat des l'UDPS. On peut remonter encore un peu plus tôt à la lettre des 13 parlementaires qui étaient contre un régime où un seul fait tout. Je ne suis pas défenseur de l'UDPS, mais l'UDPS est un parti allié et j'ai toujours considéré ce parti comme étant un patrimoine national. Rappelez-vous que Papa Tshisekedi avait déjà dit que cette constitution allait nous créer des problèmes. Il a dit en 2006. Il a été cohérent, il a demandé à ses partisans de ne pas voter. Donc, et après, il a milité contre... Non, mais c'est ça un républicain. Même aujourd'hui, Maître Laurent, Professeur Mampouya peuvent être contre, mais si le peuple va dans le sens de dire qu'il faille aller vers la 4e République et qu'il y a une nouvelle constitution, je peux vous assurer que connaissant l'intelligence de Onyemba ou de Professeur Augustin Mampouya, il soutiendrait cette constitution dès que c'est promulgué. C'est cela. Je peux être contre une loi, mais en étant républicain, quand cette loi est promulguée, elle devient opposable à tous. Jean-Thierry Bonsenepo, on espère que vous qui nous regardez, vous passez du bon temps de télé à notre compagnie. Nous vous donnons ici les indispensables, le scoop de notre invité, Jean-Thierry, qui travaille avec le professeur Kabissa, c'est ça? Kabissa, pardon, sur le projet d'une nouvelle constitution, donc la constitution Bonsenepo, si on pourrait appeler les choses ainsi. Bien, le débat est bon, autant on a reçu ceux qui sont opposés, autant on reçoit ceux qui pensent que la démarche est à saluer. Le plus important pour nous, c'est que la démocratie vive. On va marquer une courte pause, ne nous quittez pas, nous reviendrons pour parler du budget qui est en examen en ce moment, le projet de la loi des finances d'exercice 2025. Il y a eu beaucoup de choses, et d'ailleurs ce qui a le plus retenu l'attention d'une certaine opinion, c'est les projections au ministère des Transports où l'on veut avoir l'année prochaine jusqu'autour de 60 avions. Il y a eu beaucoup de légendes, beaucoup d'humour sur la question, on y reviendra, et construira plus des kilomètres, des routes que c'est prévu dans le programme quinquennal du président. On y reviendra également. Beaucoup d'autres choses. Ne nous quittez pas, juste une courte pause. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo ATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon amer, tobuki peba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bien, de retour sur notre antenne, on espère en tout cas que vous passez du bon temps de télé, parce qu'ici, en effet, on se préoccupe beaucoup sur le temps d'antenne que vous passez, la qualité du temps d'antenne, pardon, que vous passez à notre compagnie. Notre invité ce matin, Jean-Thierry Bonsenepo, on va évoquer avec lui, d'abord, on va parler de l'excellence, mais je voudrais qu'on dise d'abord rapidement un mot sur le budget. C'est très important, c'est ce qui retient beaucoup plus l'attention de l'opinion.
On a suivi la présentation de la loi des finances. Nous attendons les explications du gouvernement. Si ce n'est pas encore arrivé, peut-être que je me suis trompé. Mais ce qu'il y a le plus, vous allez nous dire qu'il y a eu augmentation, et ainsi de suite. Les termes techniques, le peuple en veut bien, même si d'autres ne sont pas techniciens. Mais ce qui a le plus retenu l'attention dans ce projet, c'est qu'il y a eu une certaine contradiction en termes de chiffres au ministère des Transports, en termes d'infrastructures, où l'on veut on veut construire jusqu'à 15 000 km de routes contre les 3 000 voulus par le président dans son programme quinquennal, enfin la première ministre dans son programme quinquennal. Jean-Pierre Bemba qui veut avoir jusqu'à 60 avions. Et quand on a parlé, quand le député Eliezer Tambouy a parlé, le ministre des Transports était lui-même étonné. La vidéo a fait le tour du web. Vous avez la parole pour répondre et nous allons vous relancer de temps en temps. D'abord, il faut que les Congolais plutôt retiennent ceci. Au-delà de toutes ces polémiques, qu'aujourd'hui le budget est à plus de 18 milliards de dollars. Et cela dans quel contexte, Jean-Pierre? Dans un contexte où le pays est agressé, dans un contexte où notre partenaire économique principal, la Chine, est en baisse de sa croissance économique, dans un contexte où il y a une déstabilisation de l'Europe de l'Est avec la guerre en Ukraine, dans un contexte où l'économie mondiale est en berne. Il faut féliciter ce gouvernement qui, par rapport à 2024, a fait une augmentation de près de 19%. Judith Soumino a fait mieux en termes de projection. Elle a fait mieux que Sama. À 19%, c'est énorme. Mais là n'est pas le problème. Maintenant. Oui, parce lorsque que même là, vous, on est dans la littérature. Lorsque même vous questionnez ce budget, vous vous rendez très vite compte qu'il y a énormément d'innovations, notamment sur le fait que nous nous étions toujours ici plaints du fait que le fonctionnement des institutions et la paye des agents et fonctionnaires de l'État captaient énormément d'argent et les investissements étaient réduits. Aujourd'hui, il y a une enveloppe en augmentation de plus de 18% pour les investissements. Ça signifie que le gouvernement va, en investissant, créer des emplois, créer de la richesse. Sans compter qu'aujourd'hui, le gouvernement se base aussi sur l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. 13% du budget orienté sur les questions c'est ce qu'on dit toujours, ce qui importe de l'agriculture. C'est ce que nous verrons au finish. Mais je vous dis, et pour l'interconnexion et le développement de l'arrière-pays, une augmentation de 11% pour le développement rural. Sans compter la prise en compte de la poursuite des travaux des PEDEL 145, de la gratuité de l'enseignement et aussi de la couverture santé universelle. Sans oublier l'armée, sans oublier les infrastructures. Mais pourquoi on le dit? Pourquoi on le dit? Mais parce que nous avons réussi. Non, parce qu'au-delà du budget, au-delà des encours que nous-mêmes nous pouvons réaliser en termes d'encaissement, oui, il y a cette évaluation qui nous a donné un plus de près de 7 milliards venant du contrat sino-congolais. C'est un avantage qui, aujourd'hui, va permettre à ce que nous puissions avoir plus de kilomètres de route que prévu. Parce qu'à l'époque, lorsque la première ministre a parlé de son projet, lorsque le président de la République a parlé de son projet, on n'avait pas encore réussi à mettre la main sur ça. Donc aujourd'hui, cette manne nous permet d'aller vers un raisonnement beaucoup plus grand en termes de réalisation d'infrastructures. C'est même dans ce cadre-là qu'il y a la construction de la rocade ici à Kinshasa et d'autres routes en bitume partout en République démocratique du Congo. Les 60 avions ne sont pas non plus un lapsus. Mais écoutez, moi je pense que les explications qui ont été données par le ministère des Transports sont assez claires, qu'il y a eu là une question de vision de performance qui n'est pas impossible à réaliser. Ça, il faut le savoir. En une année. Ce n'est pas impossible à réaliser. Je peux mettre ma main au feu, ça dépend des garanties que l'État met en place. Mais réussir à Comment partir des 0 à 60 avions neufs, déjà qu'il y ait 8 promis par le président, ne sont jamais arrivés? Non, mais attendez, on a été perturbé par une agression, mon cher frère. L'avait dit que c'était déjà acheté. L'État n'a pas dit que c'était à acheter. L'État a pris énormément d'argent. La guerre a pris énormément d'argent. Donc, je vous dis ici que nous sommes toujours en guerre. Le ministère de Transport a expliqué que, d'abord,
Ce qui a atterri sur la table de l'Assemblée, c'est un projet de loi budgétaire. Il faudrait quand même un qui projet aujourd'hui, qui soit réalisable, au-delà de la plénière qu'il y a eu, comme on dit, des au-delà de la smart, plénière, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une commission, qu'on appelle commission ECOFIN, qui travaille avec une participation de toutes les sources actives de notre pays pour donner une meilleure visibilité à ce budget en termes d'exécution. Est-ce qu'il faut prendre ça très au sérieux? Ah mais oui, il y a un travail qui est fait. Moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser les projections. Il faut les maintenir et voir comment les réaliser. Si on peut les réaliser à 20, 30, 40%, c'est autre chose. Mais les projections ne sont pas mauvaises. Oui, mais à quoi ça sert de projeter si on ne sait pas mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre ça? Parce que dans une année, nous reviendrons pour la reddition des comptes et voir ce qui a été fait. Oui, et il faut justement que le gouvernement fasse le nécessaire pour réussir à donner le meilleur. Et on espère que cette fois, il n'y aura plus de dépenses en mode d'urgence. Les dépenses en mode d'urgence ne sont pas une question de détournement. C'est lié au fait qu'il y a eu énormément de problèmes. Les économistes appellent ça délinquance financière. Non, ça c'est les gens qui veulent parler. Vous avez un pays qui est en guerre, vous devez être sûr qu'il est agressé ou votre armée mécaniquement est sur terrain. Vous devez vous attendre à des explosions en termes de dépenses urgentes. On a plus payé la dette intérieure. Vous avez des problèmes liés à des infrastructures à cause des changements climatiques, des érosions que vous ne pouvez pas imaginer sur l'étendue du territoire. Vous allez avoir une explosion des paiements. Le gros des dépenses, c'était plutôt pour payer notamment la dette intérieure. Mais cette dette intérieure, c'est qui? C'est la plupart des fois des entreprises qui exécutent des travaux d'infrastructure. Je vous donne un exemple. Il y a une entreprise que je connais qui exécute des travaux de lutte anti-érosif au niveau de la province du Sankourou, à Lodja notamment, à Benandibele et sur la RN7, qui a bénéficié de 2 ou 3 paiements d'urgence à cause du fait qu'il y avait un problème lié. Donc, ils ont un système de préfinancement. Ils préfinancent, ils construisent des collecteurs et après, le gouvernement rembourse. Mais lorsque le gouvernement ne rembourse pas et qu'il y a des fortes pluies, ces collecteurs-là se déchirent et tous les travaux sont perdus. Donc, il y a tout ça. Ce ne sont pas des actes de détournement. Et ce serait méchant de ne pas. Mais déjà, je vous informe que la première ministre a travaillé avec ses ministres des Finances et du Budget. Il y a déjà une réduction de près de 15% de toutes. Et il y a un assainissement de la chaîne de dépenses. Ce qui est une bonne chose. Bien sûr. Ce serait méchant de ne pas penser aux victimes de la route Kalambambouji. Un véhicule s'est renversé hier, compte tenu évidemment de l'état de la route. L'accident a fait jusqu'à 7 morts, dont 3 femmes. Cette voie dans les travaux d'asphaltage avait été lancée par le président il y a 3-4 ans maintenant. On a repris avec le nouveau contrat. On espère bien qu'on arrivera jusqu'au bout. Nous parlions de la... Allez, qu'est-ce qu'on fait avec les finances publiques, la discipline, la nouvelle discipline portée par la première ministre. Ça nous amène à dire un mot très rapidement. Ce n'est pas dans nos thématiques, mais c'est l'actu. Nicolas Kazadi, l'ancien argentier qui est disculpé de toute poursuite, de toutes les accusations dans l'affaire de lampadaire et fourrage. D'autres personnes vont continuer à être poursuivies, dont l'ancien ministre au développement rural, François Robota, et l'homme d'affaires Mike Kassenga, mais le ministre, lui, qui a sorti des fonds, a été disculpé par le parquet. Je voudrais avoir ici votre réaction. Qui suis-je pour commenter sur les actes portés par les magistrats qui, généralement, enquêtent à charge, mais lorsqu'ils déchargent un individu, c'est qu'ils ont eu à collationner les preuves qui leur ont été portées et qu'ils ont jugé que la personne n'est pas coupable. Que puis-je dire? C'est le pouvoir de la justice. Le pouvoir de la justice. Bien. Ceci nous amène à parler, parce qu'on reste dans la rubrique budget, pour parler de la bourse Excellencia. Là aussi, ça fait beaucoup de polémiques. L'initiative de la fondation Denis Nyakero, qui devra désormais marger du budget du ministère de l'ESU, l'enseignement supérieur et universitaire. Certains étaient choqués d'apprendre qu'une initiative privée
porté par la première dame allait être financé par l'État. Je voudrais, beaucoup de gens seraient venus ici, en bien ou en mal. Comme vous êtes là et que nous parlions du budget il n'y a pas longtemps, Jean-Thierry, je voudrais avoir également votre avis. Jean-Pierre, vous savez, dans notre pays, on aime souvent juger et parler sans pour autant avoir des éléments clairs et scientifiques. Et cela fausse le jugement. Et si j'apprécie Politicon et que je sacrifie mon temps pour venir sur votre plateau parce que vous donnez la parole à tout le monde et à tous les bords politiques. Merci pour l'honneur. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement mon frère Alain Bolodjoa qui est passé et qui a mal parlé, à mon sens et à mon avis, de cette bourse. Il a émis un point de vue, il a critiqué. Un point de vue qui malheureusement ne repose sur aucun fait scientifique et moi je viens pour vous expliquer la question sur les faits sur un plan scientifique et social. Je commencerai sur le plan social. Jean-Pierre, aujourd'hui si vous voyez la Chine est devenue l'industrie du monde, c'est parce qu'il y a eu un gouvernement, il y a eu un président en Chine qui a lancé des enfants chinois pour aller apprendre à l'étranger et revenir servir le pays avec une expertise avérée. Et la première dame, Denise Nyakero, je la respecte et je ne la remercierai jamais assez, et nous tous Congolais, nous devons le faire, pour avoir pensé non pas à donner du pain aux gens, parce que tu me donnes le pain aujourd'hui, demain j'aurai encore faim, mais tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim et je nourrirai ma famille. Lorsqu'elle décide de lancer cette pensée, laissez-moi évoluer. Par les ressources de la fondation. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Oui. Lorsque vous voyez une personne réfléchir sur les moyens à donner comme intelligence aux fils et filles de ce pays, pour qu'ils aillent de l'avant, pour que demain, ils puissent servir de fleur de sel au développement de ce pays, cette personne doit être congratulée. C'était louable, et non être attaquée. Laissez-moi évoluer. Il y a 5 ans, personne n'est revenu sur ça. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Allez-y. Sur le plan social, donc, je disais, oui, ceux qui bénéficient de cette bourse, ce ne sont pas les enfants de la famille Tshisekedi. Ce ne sont pas les enfants de la famille Souminois. Ce sont des Congolais lambda. Parce que les critères d'admission pour cette bourse sont affichés sur le site de cette fondation. Les pourcentages à avoir et même les questions de tests qui sont organisées sur le territoire national. On prend les meilleurs des meilleurs. Voilà. Sur le plan des fonds, maintenant, on est d'accord. Non, sur le plan social, donc, le bénéfice est là, palpable. Et la première dame a organisé plusieurs voyages à l'étranger pour aller voir ses enfants. Congolaises et Congolais, qui viennent des familles démunies, des familles nantis, des familles à revenus moyens, ainsi de suite, des filles, des garçons. Qui sont envoyés aux États-Unis, en France, au Maroc et qui demain vont servir ce pays. Et d'ailleurs, ceux des premières éditions servent déjà ce pays. Lorsque vous imaginez pour la 5e édition que la volonté est d'avoir 2000 bourses, vous voyez ce que ça donne pour un pays comme le nôtre. Maintenant, revenons sur la forme. Oui. Parce que c'est là que ça heurte certaines sensibilités. Voilà. Est-il interdit à ce qu'une organisation faite privée puisse bénéficier de l'appui du gouvernement? Ce n'est pas interdit. C'est accepté, mais sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions? Normalement, le gouvernement se pose 2 questions. Est-ce que cette initiative est d'intérêt général? Posons-nous la question. Est-ce que la bourse Excellencia qui forme nos enfants pour demain venir servir ce pays est d'intérêt général ou pas? Oui, c'est d'intérêt général. Deuxième question. Est-ce que cela contribue à un intérêt national? Oui, la bourse Excellencia contribue à un intérêt national parce qu'un pays qui ne forme pas ses enfants est appelé à disparaître. 3. Il faut un partenariat public-privé. Est-ce qu'il n'y a pas de partenariat entre le ministère de l'ESU et la fondation Denise Nyakero? Il y en a. Maintenant, où est le problème? N'y a-t-il pas risque de... Maintenant, allons au-delà. Laissez-moi vous poser des questions. Allons au-delà. Non, Jean-Pierre, je vais vraiment expliquer pour que les Congolais... Oui, mon rôle également, c'est de allons vous poser maintenant des questions. au-delà. Allons-y. Dans d'autres pays, lorsque le gouvernement se rend compte qu'il y a des fondations, des ONG comme ça, comme celle de Maman Denise, qui font un bon travail d'intérêt général et national, le gouvernement appuie. La fondation Bill et Melinda Gates, c'est appuyé par le gouvernement fédéral américain. Et ça, il faut voir. La fondation Bettencourt, en France,
c'est appuyé par le gouvernement français. Pas plus loin de chez nous ici. D'ailleurs, là, je ne vous demande même pas d'aller voir, allez poser la question au DG d'Equity ici, qui est un ami, il va vous le dire. La fondation Equity au Kenya est appuyée par le gouvernement dans un projet qu'ils ont créé, je crois que ça s'appelle le projet Gwyn ou quelque chose comme ça. Les inquiétudes. Donc ça signifie que dans le monde entier, là où les gens sont développés, comme aux États-Unis ou en France, on appuie de telles initiatives, mais vous ici, parce que vous avez des illuminés qui pensent connaître tout ce qui se passe sur la Voie lactée, ils viennent vous raconter. Comment faire pour garantir la transparence, le contrôle, l'audit? Mais justement, c'est cela l'avantage que ces appuis du gouvernement puissent être reflétés dans le budget. C'est parce que les services de l'État vont accompagner ce financement de l'État. C'est aussi simple que ça. Après audit, on se rend compte que certains fonds n'ont pas servi à ce pourquoi ils ont été décaissés. Là, nous tombons dans le péché perpétuel des Congolais. On analyse. C'est justement pour ça que vous êtes là. On analyse. Mon cher frère, est-ce que cela est arrivé? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on va commencer à se questionner sur des choses qui ne sont pas arrivées? Parce qu'Alain Bolodjoa, qui était ici, pense qu'avec notamment la création du bureau du conjoint du président, la première dame devient une sorte d'institution, un agent public qui ne peut pas manipuler des fonds publics, qui ne peut pas gagner un marché. Vous répète, l'on n'est pas passé notamment par appel d'offres. Ce n'est pas la personne de la première dame Denise Nyakero qui bénéficie des fonds du gouvernement. C'est la fondation. C'est une fondation qui est une structure reconnue par l'État congolais. Mais il y a l'ombre des mamans derrière. Juridique. Mais écoutez, cette histoire de l'ombre de tel... Si c'est Bill Gates qui bénéficie du gouvernement américain, comme c'est un Muzungu, il n'y a pas de problème. Et il y a même de ceux qui vont faire la queue. Est-ce qu'il n'y a pas risque des conflits d'intérêts? Il y a même de ceux qui font la queue ici pour aller demander de l'argent à la fondation Bill, ou même en France pour la fondation Bettencourt-Liliane. Mais quand c'est Denise Nyakero, c'est un problème. Il n'y a pas risque des conflits d'intérêts. Mais d'intérêts. attendez, qu'est-ce que nous voulons? Ce sont nos enfants qui y vont, Jean-Pierre. Demain, ça peut même être la fille de Bolodjoa, de vous, de moi, qui serait pris selon les critères de cette bourse. On a appris qu'il y a un fils Kikouni qui est là-bas, parenté à l'opposant. C'est Kikouni. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête ça. Nous avons une mauvaise habitude dans notre pays, c'est le panier à crabe. Si Jean-Pierre veut avancer, nous sommes là pour lui mettre les pinces pour qu'il ne puisse pas avancer. Et c'est comme ça qu'on va faire même pour l'avenir de nos enfants. Pour moi, Excellencia devait même bénéficier de nos collectes en tant qu'individus pour l'avenir de nos enfants. On ne devait même pas C'était à nous de mettre la pression sur le gouvernement depuis longtemps. Et pourquoi le gouvernement ne lancerait-il pas sa propre initiative au lieu de se greffer sur ce qui existe déjà? Justement parce que le gouvernement n'a pas les structures qui peuvent fonctionner pour suivre ce genre de carrière. Le gouvernement c'est comme ça? Non, mais attendez. Le gouvernement s'appuie sur d'autres structures pour faire avancer les choses. Ce n'est pas interdit. Bien. Jean-Thierry qui pense qu'il fallait que même nos citoyens puissions contribuer. C'est son avis. Merci beaucoup d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Non, l'émission n'est pas finie. L'émission n'est pas finie. Je voudrais vous relancer sur la question de l'arrivée du ministre rwandais des Affaires étrangères chez nous, hier à Goma, reçu par le gouverneur militaire. Des discussions avec notre ministre des Affaires étrangères. L'objectif est d'arriver à se mettre d'accord, notamment sur le plan de reddition, la traque des FDLR, le respect du cessez-le-feu dans la région. Et ce matin, j'écoutais un responsable de la société civile qui pense que tout ce que le Rwanda peut dire n'est que du bluff, il n'ira jamais au bout. Et certains étaient choqués quand ils ont vu qu'un ministre d'un pays agresseur était reçu chez nous avec honneur. Jean-Pierre, je vais vous dire une chose, c'est qu'avec cette visite, c'est la confirmation de tout ce que le président de la République avait dit. Le Rwanda nous agresse. Parce qu'aujourd'hui, à la face du monde, on se rend très vite compte que le Rwanda ne se cache plus. Le Rwanda assume sa position d'agresseur. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes entrés dans un processus, celui de Luanda. Nous devons nous assumer. Ce processus prend en compte aussi ce mécanisme conjoint de suivi.
Même s'il tergiverse en même temps. Parce que cela permet de vider de substance les arguments portés par le Rwanda aujourd'hui, notamment que la RDC arme les FDLR pour déstabiliser son pays. Troisièmement, les Congolais doivent se mettre en tête une chose. Le Rwanda n'a rien à perdre à ce que les Congolais meurent, que ce soit à Bunagana, à Kishiché ou à n'importe quel endroit. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas intérêt à ce qu'un seul Congolais puisse mourir. S'il faut faire la guerre, bombarder ces endroits où ces rebelles et ces terroristes sont, même pas des rebelles, des terroristes sont, il peut en décider aujourd'hui et ça se fait. Mais la bombe, mon cher ami Jean-Pierre, ne choisit pas que les terroristes. Il y a aussi des femmes et des enfants congolais. Qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que cette fois c'est la bonne, que le Rwanda pourrait enfin la communauté internationale tout entière a dit à la RDC, a dit au Rwanda, processus de Luanda, donnons une chance. Donnons une chance. Si ça peut sauver à ce que nos populations puissent avoir la paix sans qu'il y ait de coups de feu, sans qu'il y ait de problèmes, nous pouvons y arriver. Je vais vous ramener à l'époque où Kunda Batware a pris la ville de Bukavu. Il n'y a pas eu de coup de feu. Il n'y a pas eu de bombardement. Kunda est sorti de la ville. Les populations ont été sauvées parce que si l'armée avait pilonné la ville, il n'y aurait pas eu à l'époque que le CNDP qui allait mourir. Il allait y avoir aussi nos populations. Mais le choix a été fait de faire un dialogue diplomatique pour le retrait de ces gens. Donc si aujourd'hui le choix stratégique est fait pour permettre à ce que nos populations puissent éviter la mort, éviter d'être pris dans le même sac parce que la bombe, les explosions, ça ne choisit pas le visage, et ils sont ainsi sauvés, pourquoi ne pas suivre cette voie-là, Jean-Pierre? Mieux vaut la suivre. Mieux vaut la suivre. Merci. On a fini pour ce matin. Merci à vous d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Revenez-nous la prochaine fois. Comme toujours, avec plaisir. Bien. Merci au public. Merci à ceux qui se sont abreuvés ce matin à la bonne eau. Avoir les personnes ressources qui se prononcent sur des questions d'intérêt général. Merci à notre invité. Merci à vous. On se retrouve ce soir pour d'autres productions sur notre chaîne. Vous avez le droit de couper où vous voulez. Mettez partout où vous voulez. Chez nous, c'est légal. Bonjour à tous.